Bienvenue à toutes et tous à ce webinaire dédié à la mutualisation des emplois et des compétences. Je suis Meredith Dianeuf, donc chargée de projet pour l'UDES en territoire Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Et j'animerai ce webinaire pendant 1h30. Donc, j'en profite pour remercier chaleureusement la DRETS pour son soutien dans la construction de nos travaux autour de la mutualisation et qui donnera aussi, à la suite de ce webinaire, l'opportunité de publier un guide à destination des employeurs autour de la mutualisation des emplois et des compétences. Donc, comme je vous le disais, nos échanges sont enregistrés et vous pouvez poser vos questions, bien entendu, dans la conversation ou dans le lien questions-réponses en haut à gauche de votre écran. Donc, on pourra y répondre à l'issue de chaque témoignage. On prendra un temps de questions-réponses pour que vous puissiez échanger directement avec les intervenants. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Elisabeth Prad, déléguée régionale adjointe de l'UDES, qui vous présentera un peu plus en détail le contexte de ce webinaire et puis également qui est l'UDES, puisque je ne suis pas certaine que tous les participants connaissent l'Union. Merci Elisabeth. Merci, Médéric. Bonjour à toutes et tous. Donc, dans un premier temps, me présenter aussi. Donc, je suis Elisabeth Prad et comme vient de le dire Médéric, je suis donc déléguée régionale adjointe pour l'UDES et je représente par ailleurs un syndicat employeur, donc ADEDOM, je suis également déléguée territoriale d'ADEDOM sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui est un syndicat employeur qui œuvre dans l'aide et le soin à domicile. Alors, en quelques mots, et puis peut-être un petit peu plus, aussi vous présenter l'UDES, pour ceux qui ne la connaissent pas suffisamment, on peut. Donc, c'est une organisation multiprofessionnelle qui regroupe, qui fédère 23 regroupements de syndicats employeurs et dans différents secteurs, l'associatif, les coopératives, les mutuelles, des fondations, des entreprises sociales à statut commercial également. Je ne l'ai pas précisé, mais vous le voyez, c'est une organisation multiprofessionnelle comme d'autres qui sont présentées sur le slide. Donc, les principales missions de l'UDES sont donc de fédérer les syndicats employeurs dans les secteurs que je vous ai cités et de pouvoir négocier aussi avec les pouvoirs publics, représenter ces différents acteurs de l'économie sociale et solidaire auprès des pouvoirs publics et d'autres partenaires sur le plan institutionnel également. Il s'agit aussi pour l'UDES d'entreprendre des négociations au niveau multiprofessionnel et d'avoir comme ambition également de créer des emplois dans l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de créer des emplois et des emplois non délocalisables. Donc c'est important quand même puisque c'est dans toute la période qu'on a pu connaître ces dernières années où beaucoup d'emplois pouvaient partir hors des territoires, ce qui a pénalisé un certain nombre d'activités. Ce n'est pas le cas des organisations de l'économie sociale et solidaire, des entreprises de ce secteur-là. Donc, l'objectif est de favoriser quand même une cohésion sociale. Et pour ces structures qui font partie de l'ESS, il y a un projet social qui répond aux besoins et aux attentes sur les territoires généralement. Alors, la loi de l'économie sociale et solidaire, la dernière 2014, hein, donc, elle formalise des grands principes. Je fais un petit détour par cet aspect-là. Il s'agit donc de poursuivre une utilité sociale, d'avoir un modèle économique viable, parce que étant dans l'économie sociale et solidaire, parfois il y a une représentation un peu de méfiance vis-à-vis du modèle économique, qui n'empêche que dans ce secteur, la recherche de l'équilibre modèle économique est un objectif principal, d'avoir une gouvernance démocratique dans ces structures-là et la lucrativité
elle doit pouvoir venir au service, et la rentabilité au service de l'aspect social que j'ai pu citer au préalable, une finalité sociale. Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, qu'est-ce que ça représente, l'ESS? Ça représente 295 000 salariés, donc soit 14% de l'emploi privé, donc ce n'est pas rien, et 28 124 entreprises. Voilà ce que ça représente un peu sur notre région. Euh, Elle représente donc, comme je l'ai dit, les employeurs de l'ESS dans le cadre des organisations multiprofessionnelles et donc différentes branches également, soit 16 branches, sont représentées dans cette économie sociale et solidaire par le biais du DES. Alors, on a le sport, l'animation, le médico-social, la santé, l'aide et le soin à domicile, mais qui fait partie, d'après d'autres lois aussi, de médico-social. Donc, les entreprises socio-culturelles, le tourisme, à la fois familial et social, l'insertion, la culture, les mutuelles, enfin voilà, on a un ensemble d'acteurs et je ne les cite pas toutes, mais vous voyez un petit peu donc ce que l'ESS et l'UDES peut représenter. Alors, ces missions, il s'agit avant tout de pouvoir œuvrer donc et d'aider de faire pardon, d'être le représentant des employeurs de cette économie sociale et solidaire, mais de faire en sorte que l'emploi soit de qualité, de pouvoir œuvrer aussi dans ce qui est la prévention des risques professionnels. Et il y a différentes actions qui ont été conduites, et notamment dans la région, pour pouvoir réduire les risques dans ce domaine-là. De pouvoir aussi faire en sorte que le droit du travail et de pointer aussi les obligations des employeurs dans la matière. Et puis également de développer ce qui est des pratiques du dialogue social. Et à l'UDES Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des instances qui fonctionnent très bien sur différents territoires dans ce sens-là. Vous dire donc il y a les actions d'influence auprès des élus, des pouvoirs publics, mais je crois l'avoir déjà un petit peu dit, et puis également de pouvoir développer des partenariats avec des acteurs institutionnels, et Médéric l'a pointé aussi, notamment par le biais de la DREETS ou autre, hein. Euh, donc, ce qui, ce que appuie aussi l'UDES, donc c'est la négociation et la signature d'accords collectifs dans le cadre du travail avec les organisations syndicales des salariés, ce qui va permettre également et contribuer très largement au parcours d'évolution professionnelle, à la formation aussi des dirigeants bénévoles. Et ça, c'est quand même important parce que, surtout de nos jours, les bénévoles, il y a d'autres obligations, d'autres impératifs que ce que l'on a pu connaître il y a 30 ans en arrière, hein. Et donc l'UDES accompagne aussi dans ce sens-là les risques psychosociaux, bien sûr, l'égalité, la prévention des discriminations, et puis l'insertion professionnelle et les emplois des jeunes, et puis également l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, dans l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, on a plusieurs métiers qui sont en tension, hein, on entend beaucoup, et qui sont principalement situés dans l'économie sociale et l'économie de la santé. Donc, le médico-social, l'aide à domicile, la santé, enfin bon, tous ces métiers-là, où aujourd'hui, on a quand même beaucoup de difficultés. Enfin, les acteurs ont des difficultés à pouvoir répondre aux besoins et aux attentes sur les territoires concernés. Et je crois que tous les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, sont touchés par ces difficultés-là. Alors, la mutualisation, et j'en viens, à moins qu'il y ait des questions sur la présentation au niveau du DES, je sais pas, j'ai été claire sur cette présentation, pas trop longue non plus. Donc, sur la mutualisation. Alors, pourquoi s'intéresser à ce sujet, mutualisation des emplois et des compétences? Alors, on en parle depuis assez longtemps.
Et au fur et à mesure, ces dernières années, différentes structures, différents secteurs vont dans ce sens et travaillent dans ce sens-là. Donc, d'une part, parce que la conjoncture économique nous y a un petit peu forcé, hein, parce que ça ne va pas de soi hein, de mutualiser avec les collègues. Hein. Mais ce qui nous apparaît important, c'est de pointer aujourd'hui les effets de cette mutualisation. Quels sont les effets que ça peut produire dans nos organisations? Alors, le phénomène d'attractivité des métiers, de maintenir aussi et de pérenniser des emplois sur un territoire et de permettre aux structures de se développer, de se professionnaliser, de pouvoir obtenir des moyens, si je puis dire, en partageant avec d'autres, en mutualisant avec d'autres, qu'elles ne pourraient pas se permettre en fonctionnant seules de leur côté. Alors avec des métiers un peu plus spécialisés, de pouvoir offrir des temps complets à des personnes parce que, enfin, ou un peu plus conséquents, je veux dire, à des salariés, parce que chacun dans son coin, si on a besoin par exemple d'une direction de ressources humaines, eh ben, une structure d'une certaine taille va pouvoir offrir que 10 ou 20% de ce temps-là, alors que si on mutualise avec une ou deux autres structures, ben, on va pouvoir monter à peut-être 80%, voire un temps plein, etc. Et dans cette professionnalisation qui est un aspect primordial dans ce secteur-là, mais dans d'autres secteurs aussi, mais on parle de notre secteur, eh bien, aujourd'hui, la mutualisation des emplois et compétences est quand même une opportunité qu'il serait dommage de ne pas saisir. Voilà. Bon, moi, je la connais un petit peu parce que je suis présidente d'une association et je peux vous dire que ça apporte quand même beaucoup de choses quand on peut avoir un comptable plus expérimenté, un service RH plus expérimenté que ce qu'on pourrait avoir dans une petite structure où on n'aurait pas la possibilité de financer un poste aussi spécialisé. Alors, il existe 4 types de mutualisation. On a Alors, les... Pardon. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je reviendrai sur la présentation des témoins juste après la présentation des 4 types de mutualisation, enfin de moyens qui peuvent être mutualisés par Elisette. C'est bon, Oui, la j'ai slide est au bon endroit. peut-être des questions, des remarques sur ce que je viens d'énoncer au préalable? Non? N'hésitez pas en tout cas à prendre la parole. Les micros peuvent être activés également dans le chat, donc on peut répondre directement. Alors, les 4 types de mutualisation, comme vous les voyez à l'écran, donc il y a les moyens techniques, il y a les moyens humains, et j'en ai parlé un peu dans des exemples, les moyens financiers, puisque cela permet aussi de mutualiser des ressources. Et puis, un des aspects qu'on évoque peut-être moins dans la mutualisation, mais c'est les moyens politiques. Parce qu'effectivement, de réfléchir, de pouvoir construire, d'envisager des projets en commun, eh ben, c'est une richesse pour les structures et ça permet aussi de sortir parfois du- de ce que l'on échange, plutôt des difficultés. Donc oui, ben, on ne peut pas aller de l'avant, on ne peut pas faire telle ou telle chose, engager tel ou tel projet. On n'a pas assez on n'est pas assez grand, on n'a pas le personnel ad hoc, etc. Eh bien, le fait de mutualiser avec d'autres va soutenir et engager et donner envie aussi, hein, je crois, à pouvoir aller de l'avant et à réfléchir sur une stratégie différente. Mutualisation des ressources, ça peut être la compta, ça peut être, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la gestion des payes, ça peut être une photocopieuse qu'on va partager, ça peut être des locaux. Je le vis, mais donc voilà, hein, des locaux, de la téléphonie, enfin bon, voilà. Et puis les moyens humains, ben, c'est des compétences, j'en ai parlé un peu tout à l'heure et aussi de développer un réseau relationnel. Hein, donc, ça va contribuer largement à cela. Et puis, le moyen technique, bon, ben, c'est effectivement de mutualiser certains outils.
qu'on peut mutualiser. Je vais peut-être vous laisser poursuivre, Médéric, pour Merci Elisette éclairer. pour ce mot d'introduction qui est rentré finalement un peu plus dans les détails. Donc ça met déjà un peu dans le vif du sujet. Je voulais vous présenter aussi et surtout le déroulé de ce webinaire. Donc, on a eu une brève mise en perspective, introduction. Je vais vous présenter aussi brièvement les avantages et inconvénients dans les grandes lignes de la mutualisation des emplois et des compétences. Mais aussi et surtout, on aura l'occasion d'avoir différents témoins des structures du territoire. Donc, Cyrielle Berger pour le centre de ressources pour les groupements d'employeurs. Audrey Chapuis, qui est aussi directrice du GIEC AMS, spécialisée dans l'aide à domicile. On aura l'occasion aussi d'avoir un témoignage de Gilles Gouteiller du Géospectacle, autour du secteur de la culture. Et enfin, d'Isabelle Panzica et Jeanne Chigné, donc pour la coordination Savara, qui est un réseau de structures d'appui à la vie associative en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a mis le temps de questions et échanges à la fin. Néanmoins, on peut se permettre, après chaque témoignage, ou même voilà, de poser directement les questions dans le chat, n'hésitez pas. Donc concernant rapidement ce que la mutualisation des emplois et des compétences peut apporter aux structures et aux salariés, mais aussi les freins qu'on peut avoir à la mutualisation. On a dans un premier temps des métiers qui ne peuvent pas forcément être mutualisés. Donc ça, c'est un fait, ça peut constituer un frein à la mutualisation des emplois et des compétences. Il y a une organisation entre les structures et la gestion des ressources humaines qui parfois peut être plus complexe, malgré que sous certaines formes de mutualisation, c'est parfois aussi simplifié. Je pense notamment au groupement d'employeurs. En termes de freins, il y a l'équilibre également entre la qualité du service rendu et l'accompagnement de certains publics et l'évolution des relations au travail qui peut être complexe. Néanmoins, face à ces freins, il y a aussi beaucoup d'avantages qui ont pu être listés sur cette slide et qui sont vraiment résumés ici, qui pourraient être plus largement développés. Pour la structure, la mutualisation des emplois et des compétences favorise les échanges et les synergies aussi pour renforcer la visibilité et la viabilité des structures. Elle leur permet d'obtenir des compétences clés dans la structure qui n'auraient pas forcément un besoin à temps complet, comme le disait aussi très bien Elisette, ou qu'elle aurait des difficultés à recruter seule à temps partiel. Elle permet la mutualisation également à répondre à des besoins de main-d'œuvre ponctuels ou saisonniers et de déléguer aussi la gestion des ressources humaines sous certaines formes. Et puis enfin, pour la structure, de réaliser des économies d'échelle et ainsi, donc à la fois directes et indirectes, et ainsi de partager les coûts liés à la gestion des ressources humaines et aux salariés de l'entreprise. Du côté des salariés, on peut aussi évoquer trois points qui limitent la précarisation de l'emploi dans les structures. Donc la mutualisation permet de stabiliser l'emploi, de professionnaliser aussi certains salariés, comme pourra en témoigner Gilles du Vieux Spectacle, qui nous avait aussi aidé sur ce sujet. Et puis enfin, de diversifier les missions pour les salariés, puisqu'elles peuvent travailler avec plusieurs structures grâce à cet emploi mutualisé. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails et je vais laisser la parole à Cyrielle Berger du Centre de ressources pour le groupement d'employeurs qui pourra vous présenter plus en détail la forme du groupement d'employeurs pour mutualiser les emplois et les compétences. Et pour Merci, cela, merci Meredith. Bonjour à toutes et tous. Je crois que Meredith va mettre à l'écran voilà, le support que j'avais préparé. Donc, un grand merci à l'UDES pour l'organisation d'un webinaire autour de la mutualisation d'emploi, puisque c'est notre
sujet principal au centre de ressources pour les groupements d'employeurs. Donc, je crois que le sujet a été bien introduit, pardon, notamment sur l'intérêt et les avantages qu'il peut y avoir pour des structures de l'ESS à mutualiser des compétences. Donc moi, je vais vous parler, on va dire, de manière un peu plus précise sur les modalités, sur le comment est-ce qu'on peut partager des emplois et des compétences. Donc moi, je représente le Centre de ressources pour les groupements d'employeurs, qui est une structure fédérative qui anime au niveau national un réseau de 120 groupements d'employeurs pour l'année 2023, donc ce qui représente à peu près 4200 salariés et un peu plus de 5100 entreprises utilisatrices, entreprises au sens large, parce qu'on le verra tout à l'heure que dans un même groupement d'employeurs peuvent partager des collaborateurs, tout type d'entreprise, qu'elles soient associatives ou non associatives. Donc, le CRGE existe depuis les années 2000 et il a été créé à l'initiative des groupements d'employeurs qui ont assez vite ressenti le besoin d'échanger entre eux et de faire connaître cette forme de partage d'emploi auprès des salariés, auprès des employeurs et auprès du réseau institutionnel. Vous pouvez dérouler, Meredith, je vais aller assez vite sur cette partie-là. Donc, le CRGE, c'est une structure associative donc qui fait elle-même partie de l'économie sociale et solidaire, qui est présidée par un président de groupement d'employeurs et qui compte dans son conseil d'administration pour moitié des représentants de partenaires sociaux, donc notamment l'UDES, qui siège dans le conseil d'administration du CRGE, et pour l'autre moitié, eh bien, des présidentes et présidents de groupements d'employeurs de toute la France et de tous les secteurs d'activité. Donc, nous sommes une équipe de 6 personnes et on conduit un certain nombre de missions qui consistent, pour la première d'entre elles, et c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui, c'est de promouvoir les groupements d'employeurs. On a d'autres missions plus politiques, on va dire, qui consistent à faire évoluer notamment le cadre législatif des groupements d'employeurs. Et puis, dans le cadre de notre mission d'animation du réseau des groupements d'employeurs, eh bien, on les accompagne dans leur professionnalisation à travers du conseil juridique, de la gestion de la paye, de la formation. Et une mission qui est peut-être davantage susceptible de vous intéresser et qui consiste à accompagner et sécuriser les projets de mutualisation d'emploi, quels qu'ils soient et quelle que soit la forme qu'ils prennent, même si nous, notre périmètre, il se concentre quand même autour de la mutualisation d'emploi à but non lucratif. Voilà. Alors, pourquoi mutualiser des emplois et des compétences? Je pense que vous avez plutôt bien compris les intérêts avec l'introduction de l'UDES. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est à quel moment ou à partir de quel besoin, en fonction de quel besoin est-ce que je peux me poser la question de la mutualisation d'emploi. On peut avancer, Meredith. On va dire que c'est quand vous avez un besoin de compétences qui est récurrent et qui peut être compatible avec d'autres entreprises de votre bassin d'emploi, voilà. Ou quand vous avez des besoins d'emploi à temps partiel, saisonnier, là, on peut considérer que mutualiser, notamment via un groupement d'employeurs, c'est une idée intéressante. Si en revanche, vous avez des besoins d'emploi qui sont plutôt ponctuels et immédiats, c'est-à-dire si vous avez besoin l'après-midi d'une compétence parce qu'il y a une absence de dernière minute, il vaut mieux s'orienter vers une entreprise de travail temporaire, par exemple, puisque c'est à la fois complémentaire et plus adapté à ce qu'elle sait faire par rapport à un groupement d'employeurs. Alors, comment mutualiser des emplois et des compétences? Alors, il y a plusieurs possibilités, vous en connaissez un certain nombre. On peut voilà, évoquer la plus connue, peut-être, qui est le multisalariat et qu'on peut aussi appeler le multi-employeur. En gros, c'est ce qui permet à un collaborateur d'avoir plusieurs employeurs et donc plusieurs contrats de travail. Et dans cette hypothèse, eh bien, le salarié organise son propre temps de travail et dispose d'un réseau ou d'un collectif d'employeurs. Donc, c'est plutôt séduisant a priori, mais exigeant effectivement, puisque ça nécessite une forme d'autonomie, d'indépendance de la part du salarié et parfois une multiplicité de contrats et donc de dispositions législatives et conventionnelles qui ne sont pas toujours évidents à organiser. Donc ça, c'est une première possibilité. Après, il existe un certain nombre de formes de mutualisation d'emploi qui relèvent du secteur lucratif, donc le travail temporaire, je l'évoquais tout à l'heure, le portage salarial, l'entreprise de travail à temps partagé. Donc, ce sont des solutions qui permettent de partager des collaborateurs, mais des solutions qui sont à but lucratif, c'est-à-dire que ce sont des structures
qui génèrent des résultats et les redistribuent à leurs actionnaires. Ce qui n'est pas le cas des formes d'emploi à but non lucratif qu'on va prendre le temps de détailler un petit peu plus, que sont ce qu'on appelle le prêt de main-d'œuvre classique, hein, entre 2 ou 3 structures qui veulent mutualiser un collaborateur, ou les groupements d'employeurs qui sont 2 formes de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, puisque les résultats qui peuvent être réalisés comme dans n'importe quelle entreprise de l'ESS ont vocation à être réinvestis, notamment pour accompagner la montée en compétences des salariés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par prêt de main-d'œuvre? Eh bien, le prêt de main-d'œuvre, c'est quand une structure souhaite prêter un salarié à une autre structure pour une durée déterminée. Donc, cette opération, elle se distingue de la sous-traitance et c'est vrai que parfois, on a du mal à différencier ce qui relève du prêt de main-d'œuvre et de la sous-traitance. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la sous-traitance, eh bien, on est vraiment dans une entreprise extérieure, hein, qui effectue une prestation en toute indépendance et on n'est pas dans le cadre d'une relation employeur-salarié comme on peut l'être dans le cadre du prêt de main-d'œuvre. Donc le prêt de main-d'œuvre, il est tout à fait autorisé par le code du travail. C'était très bien, Meredith. Il entre en tout cas dans ce qu'il est possible de faire juridiquement en termes de prêt de main-d'œuvre. Et c'est vrai que le principe, c'est de dire qu'en droit français, le prêt de main-d'œuvre, il est interdit, sauf en utilisant un certain nombre de dispositifs qui, eux, sont autorisés. Donc tous ceux que j'évoquais tout à l'heure à but lucratif, le travail temporaire, le portage salarial, etc. Et ceux qui sont autorisés à but non lucratif, en l'occurrence le prêt de main-d'œuvre simple et les groupements d'employeurs. Alors, le prêt de main-d'œuvre simple, qu'est-ce qu'il implique? Alors, il est possible, mais il doit être limité dans la durée, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas envisager qu'une association, par exemple, emploie un collaborateur et le mette à disposition à durée indéterminée auprès d'une autre structure. Donc, c'est nécessairement à durée déterminée. Donc, dans cette hypothèse, eh bien, le salarié il a un contrat de travail avec une des 2 ou 3 structures. Il y a un avenant à ce contrat de travail qui est mis en place et qui matérialise le fait que le salarié il va être temporairement mis à disposition auprès d'une autre structure. Et il y a également un document contractuel qu'on appelle une convention de mise à disposition qui est établie entre chacune des 2 structures qui, pour l'une prête et l'autre accueille le collaborateur pour déterminer les règles de fonctionnement entre elles. Et cette convention de mise à disposition, elle doit être spécifique à la mutualisation du personnel. C'est-à-dire que l'UDES le disait très bien en introduction, il y a évidemment la mutualisation des emplois, mais aussi des pratiques de partage de matériel ou de lieux, par exemple, hein, entre structures qui souvent font l'objet de conventions également. Il est important de savoir que la mise à disposition de personnel, elle doit être traitée dans un document à part d'une convention de mise à disposition de matériel, par exemple. Donc ça, c'est pour le prêt de main-d'œuvre classique limité dans le temps. Et il existe donc une manière de se prêter ou se partager des collaborateurs de manière non limitée dans le temps, à travers les groupements d'employeurs. Voilà, donc je salue aujourd'hui la présence autour de l'écran de Gilles, hein, qui interviendra tout à l'heure pour vous présenter un exemple de groupement d'employeurs dans les métiers du spectacle. Et je crois avoir vu également Léa, qui dirige un groupement d'employeurs en Auvergne-Rhône-Alpes, qui intervient dans le social, le sanitaire, le médico-social. Donc ça peut être intéressant aussi, si vous êtes vous-même concerné par ces secteurs d'activité, de la questionner tout à l'heure. Voilà, c'était important de souligner qu'il y a la tête de réseau qui est présente, que je représente, mais principalement aussi des adhérents et des acteurs de terrain en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, les groupements d'employeurs, eh bien, ils existent, hein, depuis un certain temps, depuis 1985, hein, ils se sont développés progressivement dans l'ensemble des secteurs d'activité. Aujourd'hui, les secteurs qui sont les plus moteurs en termes de création et de développement des groupements d'employeurs, ce sont justement plutôt les secteurs associatifs et beaucoup le secteur de la santé et notamment du social médico-social, donc des secteurs que vous connaissez bien dans l'économie sociale et solidaire.
Alors, qu'est-ce qu'un groupement d'employeurs? Un groupement d'employeurs, d'un point de vue juridique, c'est à 98% une association, mais vous verrez tout à l'heure que le GE Spectacle, qui sera présenté par Gilles, a fait le choix d'une autre forme juridique, en l'occurrence la SIC. Aujourd'hui, c'est majoritairement des associations parce qu'en fait, c'est la forme juridique historique, hein. Donc, des associations qui ont pour mission principale eh bien, d'embaucher des collaborateurs, des salariés, pour ensuite les mettre à disposition en temps partagé auprès des entreprises qui sont adhérentes à cette association groupement d'employeurs. Voilà. Donc, les groupements d'employeurs, ils sont inscrits dans le Code du travail, hein, ce qui fait d'eux, évidemment, des dispositifs de prêt de main-d'œuvre réglementés avec le principal avantage versus le prêt de main-d'œuvre classique, on va dire, de déterminer de manière très précise quels sont les rôles et les responsabilités entre la structure qui emploie et la structure qui accueille le collaborateur. Alors, dans un groupement d'employeurs, on se trouve dans le cadre d'une relation de travail un peu différente hein, de celle qu'on connaît majoritairement tous dans le cadre de nos emplois, où on est dans une relation bilatérale. En général, on a un employeur, un salarié, un contrat de travail relativement classique. Là, dans le cadre d'un groupement d'employeurs, on s'inscrit dans une relation de travail qu'on qualifie de triangulaire, puisqu'il y a bien 3 parties qui interviennent. L'association groupement d'employeurs qui embauche des salariés qui, au quotidien, sont mis à disposition auprès d'entreprises, hein, qui sont des entreprises d'accueil et qui ne sont pas leurs employeurs, puisque ce salarié a un contrat de travail avec le groupement. Et ces entreprises, pour pouvoir accueillir régulièrement des salariés du groupement d'employeurs, doivent nécessairement être membres de l'association groupement d'employeurs. Donc, le groupement d'employeurs, il peut embaucher des salariés à temps complet, à temps partiel, en CDD, en CDI. Les contrats d'alternance sont aussi régulièrement proposés par des groupements d'employeurs. Ça peut être aussi des contrats intermittents hein, dans le sport, la culture, l'agriculture. Même si on va dire que toutes ces possibilités sont aujourd'hui ouvertes, le groupement d'employeurs, d'un point de vue philosophique, il est davantage là pour proposer des contrats de travail longs et à temps complet à partir du moment où c'est un souhait de la part des salariés. Donc, des contrats de travail qui s'organisent à travers ce qu'on appelle le temps partagé, hein, c'est ce qui fait la particularité des groupements, c'est de permettre à des personnes de partager leur temps de travail auprès de plusieurs structures. Un temps partagé qui s'organise, somme toute, de manière relativement libre, puisqu'il n'y a pas de règles qui déterminent la manière dont ça doit se matérialiser. Donc, on a parfois des salariés qui travaillent le matin dans une entreprise, l'après-midi dans une autre, ou parfois 6 mois dans une structure, 6 mois dans une autre. Ça va vraiment dépendre des métiers, des secteurs d'activité, en gros des besoins des entreprises qui font partie du groupement d'employeurs à l'échelle d'un territoire. Donc, il existe plusieurs formes hein, de groupement d'employeurs. Il y a un socle commun que je viens de vous présenter et ensuite, bien, il y a des réalités de terrain qui font que les groupements s'organisent sous des formes diverses et variées. On peut trouver, par exemple, c'est le cas dans votre région, des groupements monosectoriels. Autrement dit, c'est quand des employeurs d'un même secteur d'activité s'organisent pour partager entre eux des collaborateurs. On pourrait probablement, mais Gilles et Léa me contrediront s'ils ne partagent pas mon avis, mais qualifier le GE Spectacle et le GE Message de groupement monosectoriel, pardon, puisqu'ils interviennent majoritairement dans un secteur d'activité précis. Et il existe des groupements d'employeurs qu'on qualifie de multisectoriels, où là, des entreprises de secteurs d'activité très différents et donc relevant de conventions collectives très différentes peuvent aussi mutualiser des salariés. Donc, on peut imaginer, par exemple, un groupement d'employeurs qui partage un collaborateur entre une structure sportive et une collectivité territoriale, par exemple. Donc là, j'ai mis quelque chose d'un peu plus juridico-juridique, mais il n'empêche que ça peut être intéressant de savoir effectivement que quelle que soit finalement la convention collective de votre entreprise, voire le régime fiscal de votre entreprise, vous pouvez tout à fait rejoindre un groupement d'employeurs pour partager un salarié avec une autre entreprise, quand bien même elle n'est pas principalement du même secteur d'activité que le vôtre.
Voilà, et puis dans la diversité des groupements d'employeurs, mais là, je ne vais pas du tout m'attarder. Il existe une catégorie de groupements d'employeurs qui s'appelle les GEC, les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, qui font partie de la grande famille des GEC, mais qui ont un certain nombre de spécificités, notamment au niveau des publics qu'ils accueillent et qu'ils mettent à disposition. Mais comme vous aurez tout à l'heure la présentation d'un GEC, un très beau GEC de votre région, eh bien je vais m'arrêter là et je vous ai indiqué en fin de support, et vous l'aurez, je crois, un certain nombre de chiffres pour que vous ayez une petite idée de ce que ça représente au niveau national, hein, les personnes qui travaillent à temps partagé dans un groupement d'employeurs. On en compte aujourd'hui à peu près 25 000 en équivalent temps plein, ce qui veut dire qu'on est à peu près au double, hein, si on comptabilise toutes les personnes qui passent dans une année dans un groupement d'employeurs. Donc, 25 000 collaborateurs pour à peu près 1000 groupements d'employeurs quand on enlève tout le secteur agricole, puisque il n'est pas nécessairement régi de la même façon que les autres groupements d'employeurs et vous intéresse probablement beaucoup moins au niveau de l'ESS. Merci Voilà, beaucoup, je Cyrielle, vous pour cette remercie pour... présentation. Merci à vous. Alors, il me semble qu'il y a une main qui se lève, Maud Bretonne. Si vous voulez prendre la parole, je pense que vous pouvez Oui, désactiver votre micro. oui, bonjour. Alors, moi, ma question, elle pose, j'avais travaillé, mais ça fait pas mal de temps déjà, sur les groupements d'employeurs. Et à l'époque, la convention collective, c'était quand même un vrai frein. Alors, il y avait même certains, à l'époque, enfin, les ancêtres des DETS, qui parfois outillaient les groupements d'employeurs pour faire des sortes de conventions maison. Qui puissent convenir à l'ensemble des entreprises. Alors où en est-on aujourd'hui sur cette question-là? Voilà. Je vous remercie pour votre question. Effectivement, je ne suis pas rentrée dans les détails des modalités de constitution d'un groupement d'employeurs, mais vous avez raison, quand un groupement d'employeurs se constitue, il doit choisir une convention collective en lien avec les services de la dette ou de la DRETS. Alors, quand on est dans le cadre d'un groupement monosectoriel, on va dire que le choix de la convention collective que le groupement d'employeurs va appliquer, il est très simple. Quand on se situe en revanche dans le périmètre d'un groupement d'employeurs multisectoriel, évidemment, là, il va y avoir un travail de comparaison de plusieurs conventions collectives qui se fait, par exemple, en lien avec les services d'inspection du travail, mais c'est aussi des choses qu'on propose, nous, hein, aux porteurs de projets, de comparer les conventions collectives, par exemple, des adhérents présents au démarrage et de déterminer celle qui sera la plus adaptée à l'activité du groupement d'employeurs. Donc, je ne sais pas ce que vous aviez précisément en tête sur des conventions maison, mais en tout cas, il y a nécessairement l'obligation de choisir une convention collective parmi celles qui existent déjà sur le marché, j'ai envie de dire. Et quoi qu'il en soit, on choisit une convention collective et au quotidien, quand le salarié il est mis à disposition d'une entreprise adhérente qui applique une convention collective différente de celle du groupement d'employeurs, eh bien, le groupement il est tenu de verser aux salariés les rémunérations si elles avaient été plus importantes dans l'hypothèse d'une embauche en direct. Donc, en gros, on s'adapte toujours à ce qui est le plus favorable aux salariés. Donc, une convention minimum et des compléments de rémunération si les avantages de l'entreprise utilisatrice sont plus importants. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce que je voulais apporter un complément, mais est-ce que d'abord Si, c'est clair? si, Ouais. parce que je me rends compte qu'en fait, dans ma mémoire, c'était pas très clair. Effectivement, je me rappelais que c'était un frein, ça pouvait être un frein. Mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est que de toute façon, la convention la plus intéressante s'applique aux salariés. Ça a toujours été. Ce principe-là a toujours été. Ça n'a jamais été la convention du groupement d'employeurs qui s'appliquait, en fait. Ça a toujours été la convention, les deux. Alors, c'est la convention collective du groupement d'employeurs qui s'applique, ça c'est indéniable. Toutefois, en termes de rémunération, c'est-à-dire qu'on doit appliquer ce qu'on appelle l'égalité de traitement en termes de rémunération, hein. Sinon, pour les autres dispositions, ce sont bien celles du groupement d'employeurs qui s'appliquent. Et je voulais simplement ajouter qu'il existe aujourd'hui un certain nombre de réflexions au niveau national et au niveau de ma gouvernance, notamment sur la négociation d'une convention collective spécifique, hein, au groupement d'employeurs, qui pourrait faire évoluer en tout cas les réflexions et les applications dans un avenir relativement éloigné, puisqu'on en est au tout début des actions. Voilà.
C'est vrai qu'on peut imaginer que cette question du salaire différencié en fonction des entreprises peut poser des problèmes de concurrence après, au sein du collectif, parce que forcément le salarié peut être amené à comparer, voilà. Donc je comprends, oui, je comprends la motivation, d'une convention qui serait unique et qui serait appliquée par tous. Merci beaucoup. Tout à fait. Je vous remercie, madame. Je vois qu'il y a une autre main qui se lève. Emmanuel Chauchine, si vous voulez prendre la parole, et puis après on continuera avec le témoignage d'Audrey Chapuis. Bonjour à tous, vous m'entendez? Ça fonctionne? Donc, merci dans le premier temps à l'UDES là, par rapport à l'organisation de ce webinaire fort intéressant. Donc moi, je suis Emmanuel Chauchine, délégué régional à l'AFDAS. Nous sommes un opérateur de compétences sur les champs de la culture, spectacle vivant, audiovisuel, l'exploitation ciné. On a récupéré le sport, il y a 4 ans. Cette question de la mutualisation, donc, comme l'a très bien précisé, Cyrielle, donc et merci encore pour cet exposé, c'était très clair. Cette question de la mutualisation, elle nous est remontée de manière régulière dans le cadre d'une instance politique sur le territoire, dans le cadre du COEF Culture, donc, où nous sommes associés aussi avec la DRET, c'est Bonjour Mode. C'est une question qui revient souvent de la part de nos partenaires syndicaux patronaux, de la question de la mutualisation. Pour moi, c'est une espèce de serpent de mer parce qu'effectivement, la question de la mutualisation sur cette branche du spectacle vivant, voilà, on n'en a pas non plus 36 000. On a la chance d'avoir aujourd'hui Gilles Goutaillet, donc du Via Spectacle, qui va témoigner là-dessus, mais on les compte sur les doigts d'une main sur notre territoire. Après, sur l'autre branche qu'on a récupérée sur le champ du sport, ça, c'est des pratiques beaucoup plus régulières. Moi, la question, elle est à l'attention de Cyrielle. Est-ce qu'il est possible que vous interveniez sur des instances dans le cadre du COEF, sur des groupes de travail pour que pour que vous fassiez cette pédagogie que vous avez fait aujourd'hui? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes aussi à accompagner des structures qui souhaitent demain s'engager sur ces questions de mutualisation, de faire une étude de faisabilité, une étude de marché, voir si le schéma économique tient la route et qu'ils puissent se lancer derrière? Voilà, c'était la question que je posais en ce sens. Merci. Je vous remercie pour vos questions et la réponse est oui pour les deux. Je suis à votre disposition. Je reviendrai vers vous. Donc on C'est aura avec les plaisir. contacts de chaque intervenant à la fin du diaporama que je pourrais vous envoyer également à la suite de ce webinaire. Merci. Donc je vous propose d'écouter le témoignage d'Audrey Chapuis, donc directrice du groupement d'employeurs par l'insertion et la qualification spécialisée dans l'aide à domicile, donc le GEC AMS. Est-ce que vous voyez mon écran? Ah, par contre, on ne vous entend pas. Non, on n'entend pas Audrey Chapuis. On n'entend pas encore non plus. Oui, alors, Là, vous m'entendez? oui, on vous Oui, entend. c'est bon? Parfait. Désolée pour le petit contretemps technique. Donc oui, Audrey Chapuis, donc je suis directrice effectivement du GEC AMS, donc qui a la particularité d'allier groupement d'employeurs. Donc voilà, typiquement c'est un GE, mais qui a une spécificité, donc insertion par la qualification. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été présentées par Cyrielle qui se recoupent, si ce n'est qu'on a voilà une mission différente, qui est effectivement de la mise à disposition de personnel, mais un personnel différent, qui n'est pas formé pour le coup, puisque l'objectif donc des GEC, c'est 3 grandes missions. Alors déjà, c'est un grand réseau national qui existe dans plein de secteurs d'activité et notamment dans la culture, puisque vous avez des témoignages de la culture aujourd'hui, mais il en existe un et il est sur le département du Rhône. Donc un grand réseau, voilà, qui a la même, philosophie, qui est bien d'aller chercher, des candidats, un peu différents, voilà, on aime bien dire qu'on est des employeurs, pas comme les autres, qui ont vraiment, qui vont aller miser sur le potentiel de profils, voilà, différents, avec parfois des parcours de vie ou des parcours professionnels, qui ont pu être difficiles, compliqués, mais en tout cas des candidats, qui, ont mûri et cheminé un projet professionnel dans un secteur d'activité bien donné. Et donc nous, le nôtre, c'est le secteur de l'aide à domicile.
On fait partie alors du grand réseau des employeurs de l'inclusion, hein, comme les SIAE par exemple. Et donc nos 3 grandes missions, ce sont recruter, former et accompagner. Je vous les détaille un tout petit peu après. Donc un outil de mutualisation, hein, qui est vraiment part de la problématique et des besoins, identifiés par les employeurs, hein, puisque sinon ça n'a pas de sens. Un GE est vraiment là pour répondre à un besoin. Toujours sous la forme associative, quel que soit le secteur d'activité, hein, les GEC sont vraiment aussi des associations, pilotées, créées, pilotées et gérées par ses adhérents, donc les employeurs du secteur d'activité. Également, nous avons la même mission aussi de promotion du secteur, hein, évidemment, la notion d'attractivité, hein, on en parlait au tout début. Donc, on a vraiment cette carte-là pour attirer voilà, des nouveaux talents, des potentiels de candidats qui voilà, sortent un peu des standards et pour lesquels eh bien, on va les recruter et les inclure dans un parcours de professionnalisation, voilà, qui va leur permettre, bah, de se former en alternance avec à la fois une partie pédagogique, bien sûr, hein, en centre de formation, des apprentissages théoriques, mais également une opérationnalité terrain parce qu'il y a des apprentissages, au sein des structures d'accueil qui sont engagés dans une mission d'accompagnement donc de ce public différent, qu'ils vont former un peu à leurs valeurs, à leur structure, à leur fonctionnement, au public, auprès duquel ils desservent des prestations, hein, d'intervention. Et donc l'objectif est vraiment de donner la chance à ces candidats, de les intégrer directement dans les effectifs, de les former et bien sûr, voilà, c'est des vraies opportunités professionnelles donc pour, le public insertion, mais aussi, des opportunités pour les employeurs, bien de recruter, d'intégrer, voilà, d'autres profils, qui, sont parfois aussi en reconversion professionnelle, hein. On a énormément de personnes, bah, qui n'ont pas pratiqué, voilà, dans le domaine d'activité en question, mais en tout cas, voilà, à qui on peut donner leur chance par ce biais-là. Et donc alors nous, on est vraiment un employeur très, très majoritairement associatif de l'aide à domicile, très à la marge sur quelques structures du médico-social, mais c'est vraiment pas du tout notre cœur, voilà, d'activité, c'est vraiment les interventions à domicile. Et pour finir sur, les GE, donc enfin les GEC en tout cas, c'est un label où voilà, chaque année, on doit remettre en jeu notre, appellation GEC, parce qu'on a vraiment cette mission insertion par la qualification tous les ans. Voilà, la DREETS, l'État, voilà, la Fédération française des GEC, regarde la qualité, voilà, des actions de sourcing, la qualité de l'accompagnement, la qualité de la formation aussi qui est dispensée et bien sûr les sorties, hein, les sorties de nos parcours pour s'assurer qu'on fait bien, voilà, les choses, dans les règles. Donc c'est vraiment, une estampille, voilà, qui est différente des GE puisque alors il y a un label GE qui existe, mais nous, il est vraiment poussé sur des critères, voilà, insertion, public prioritaire et cetera. Alors nos missions et nos valeurs, alors le fil conducteur, hein, bien sûr, bah, déjà c'est comme vous l'avez dit, alors nous on est vraiment que sur un cœur de métier, une convention collective, hein, donc c'est vraiment, bah, de promouvoir, ce secteur d'activité, tout en voilà, en ayant en tête qu'on est là pour contribuer à l'épanouissement professionnel et social des personnes en recherche d'emploi, dans l'objectif d'une réussite de parcours, de qualification et même de viser un peu plus haut que ce qu'ils auront pu faire chez nous. La mission première, hein, d'un GE, j'ai envie de dire, c'est vraiment aux besoins de répondre aux besoins, pardon, des adhérents via une mise à disposition de personnel, alors qui du coup, nous, est pas opérationnel dans l'immédiat, mais qui va le devenir, mais en tout cas en cohérence avec les besoins, de la structure. Avec une mission aussi de soutenir et d'accompagner les alternants, hein, qui s'engagent dans ces parcours-là, dans l'objectif de favoriser leur intégration, non seulement au secteur, mais aussi au métier et bien sûr à leur poste de travail, hein. Donc il y a tout un accompagnement socio-professionnel, qui est réalisé en fil conducteur, toute la durée du parcours.
Bien sûr, nos missions, c'est vraiment de créer des parcours de qualification, adaptés, hein, aux besoins des employeurs et reconnus par la branche, hein, de professionnels. Donc on conventionne, avec des partenaires, centres de formation, que l'on identifie et avec lesquels on conventionne vraiment des modalités, de travail, de suivi, de montée en compétences, dans l'objectif, vraiment d'être sur encore une fois, sur une mise à disposition opérationnelle au cours du temps. On est également un intermédiaire de l'emploi parce qu'on a énormément, d'actions auprès d'un réseau de partenaires de l'emploi, divers et variés, hein, les, services publics, évidemment, de l'emploi comme les agences Pôle emploi et les missions locales, mais aussi beaucoup d'autres acteurs, voilà, qui font de l'accompagnement de public, voilà, qui ont voilà, de ce public, voilà, qui peut rencontrer des difficultés d'insertion dans l'emploi et avec beaucoup d'actions de découverte métier, voilà, d'engager des immersions, professionnelles, enfin, en tout cas, de faire en sorte, mieux faire connaître les métiers à ces, partenaires de l'emploi pour, voilà, arriver à sourcer des candidats, hein. C'est vraiment, voilà, des méthodes un peu, l'aspect recrutement est très, très marqué, hein. C'est très, très fort, sur, notre, mode d'action parce que l'objectif est vraiment d'apporter, voilà, des candidats, heu, à nos associations puisque leur propre outil, service RH ou en tout cas méthode, de sourcing, en interne n'est pas suffisante, hein. On est un outil complémentaire, qui vient, voilà, abonder en candidature. Voilà, pour ce qui est de nos valeurs et de nos missions. Alors au niveau des modalités de collaboration, alors ça se ressemble beaucoup avec le schéma que Cyrielle vous a présenté, tout à l'heure, si ce n'est que, il y a un opérateur, nous en plus, qui est donc le centre de formation, hein, puisque en haut à gauche, vous avez le GEC, hein, qui est le GE avec sa spécificité, hein, où on reprend, la promotion secteur, sourcer des nouveaux talents, accompagner ses alternants et gérer toutes les formalités du contrat, hein, voilà, on porte la gestion administrative, voilà, des salariés en question. Les adhérents qui sont les employeurs directs, hein, avec lesquels, du tout, on doit identifier leurs besoins, mobiliser les équipes pour accompagner, hein, ces futurs professionnels et membres à part entière des équipes des associations. Et aussi, garantir la montée en compétences, hein, et aussi évaluer la progression, des alternants que l'on met à disposition, dans leurs équipes. L'opérateur centre de formation, hein, voilà, il est indispensable, incontournable, puisque les GEC, ce sont avant tout un peu des architectes de parcours, hein. Ils n'ont pas la carte formation en tant que telle, hein, donc du coup, on va vraiment chercher, ces acteurs-là en complémentarité donc de la formation pratique qui est réalisée, au sein des associations, avec voilà, les modalités, comme je vous le disais tout à l'heure, la dispense de la formation, toute la préparation aux épreuves, de certification et bien sûr, voilà, le regard également qui est très important sur l'aspect, montée en compétences de ces alternants. Et enfin, voilà, les partenaires de l'emploi, hein, qui sont là pour relayer nos actions, nos actualités, orienter les candidats évidemment, hein, sur, voilà, ces dispositifs GEC qui existent et qui permettent, voilà, de mettre en œuvre des parcours, sécurisants, relativement bien cadrés, qui permettent, vraiment de se donner la chance à, voilà, tous ceux qui sont motivés pour travailler dans un secteur d'activité et pour lequel, voilà, ce cadre, vraiment alternance est souvent, hem, voilà, gage de réussite en tout cas, hein, voilà, à la qualification et surtout à l'opérationnalité dans l'emploi, hein, une fois en fin de parcours, généralement, il n'y a pas de difficulté pour trouver, un emploi, voilà, certain, dans le sens où, voilà, la philosophie aussi, hein, c'est des employeurs qui ont créé cet outil GEC, c'est bien de pouvoir, maintenir dans les effectifs à l'issue des parcours, hem qui sont mis en place, hein. Le GEC a vraiment, alors pas comme le GE, du coup, nous, on n'a pas la vo on ne fait pas de CDI, voilà, on est vraiment que sur des CDD. On est
pour vous illustrer un petit peu, on est en mode tremplin, hein, vraiment, on est la porte d'entrée on peut être la porte d'entrée vers un secteur d'activité. La formation, la qualification et l'emploi derrière, il n'y a pas de souci pour le trouver. Quelques chiffres, voilà, je vous ai préparé une dernière petite, slide sur, nos chiffres. Quand je vous parlais du label, ben, voilà, nos chiffres de 2023, alors des données issues de l'activité 2022, c'est 25, alors c'est pas entreprise, c'est association, hein, pour nous. 43 salariés 43 ETP, en parcours, ça représente à peu près, 90 personnes, voilà, salariés, puisqu'on a beaucoup d'entrées-sorties régulières, hein, au sein de l'activité. On a signé 39 nouveaux contrats en 2022 et ces 39 nouveaux contrats, eh bien, pour 74 personnes, 74%, ce sont des salariés éloignés de l'emploi, avec des fameux critères voilà, insertion dont on parlait au début. En taux de réussite, on est à 92% de réussite à l'examen, donc ça démontre bien l'efficacité de l'alternance. Et en sortie vers l'emploi, eh bien, on est sur un taux de 71%. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Audrey, pour ce témoignage qui était très intéressant. Au vu de l'heure, on va plutôt dérouler les témoignages et laisser la place aux questions à la fin des présentations, si ça vous convient. Et si vous souhaitez, en attendant, écrire vos questions dans la conversation pour ne pas les oublier et pour qu'on puisse y répondre à la fin, ce sera avec plaisir. Donc, Viv, je vous laisse la parole au niveau du spectacle. Merci encore, Audrey. Bonjour, donc Gilles Goutaillet, je vais vous présenter l'expérience du groupement d'employeurs. Voilà. Donc on est sur Lyon et on est dans le secteur culturel. Donc c'est parti. On s'est créé en 2005 sous forme associative, parce qu'à ce moment-là, c'était comme ça que ça se faisait. Voilà. Et notre idée réellement, c'était de travailler dans le secteur culturel où on a affaire à des toutes petites associations, toutes petites structures, qui ont besoin en fait de salariés un tout petit peu de temps. Donc l'idée, c'était d'assurer, de pérenniser l'emploi des salariés, de les partager, mais auprès de souvent 20, 25 structures. Donc c'est une expérience un peu particulière. On fait essentiellement de l'administration, c'est-à-dire que c'est basé sur la paye, la comptabilité, la gestion. Tous les salariés sont compétents dans ces sens-là. En 2017, on s'est rendu compte que les utilisateurs, les employeurs qui travaillaient avec nous étaient présents, mais qu'en fait, dans la vraie vie, c'était surtout le groupe des salariés qui portait beaucoup le groupement d'employeurs. Donc, on s'est posé la question de travailler sur la gouvernance et la SIC est apparue assez facilement comme une bonne solution où elle permettait de mettre sur un pied d'égalité et les utilisateurs et les salariés. Donc, on est rentré là-dedans. De fil en aiguille, on s'est développé simplement par le bouche à oreille. Donc, on est parti de Lyon et on s'est développé doucement autour de Lyon. Aujourd'hui, on a à peu près 50% des utilisateurs qui sont basés sur la métropole lyonnaise. Et on regroupe à peu près 170 employeurs et 9 salariés. Ça avance petit à petit. Donc, je ne vais pas aller trop vite. Je sais plus. Il y a un slide avant, c'est ça, voilà. 9 salariés. Ouais. 9 salariés pour 170 employeurs, 9 salariés mis à disposition de 170 employeurs. Alors, on n'est pas 9 équivalents temps plein. Là-dedans, on a une alternante et on a 2 salariés qui sont en temps partiel choisis. Donc, en fait, on est à 7 équivalents temps plein mis à disposition à peu près. Voilà. Mais oui, chaque salarié travaille pour une vingtaine de compagnies à peu près, aisément, au moins. Parce qu'en fait, on est réellement dans un secteur très particulier qui est en fait basé sur un mode de subvention qui est aidé par les collectivités territoriales. On a ce régime d'assurance chômage un peu particulier qui s'appelle l'intermittence, qui brouille un peu les cartes par rapport à l'emploi. Et on est vraiment dans des emplois qui sont très précaires. On est des salaires très bas en général. On a des gens qui, quand on veut travailler dans la fonction support dans le secteur culturel, on nous propose souvent est-ce que tu peux travailler une demi-journée pour moi par semaine, voire par mois? Est-ce que ça ne te dirait pas de payer, écoute, tu travailles 5 heures, 10 heures, et puis je t'en paye 3.
Voilà, c'est assez classique dans ce secteur-là, donc on arrive vraiment à un truc assez particulier. Et donc nous, on a fait le choix d'être dans ce secteur culturel. On est un GE monosectoriel, ça a des avantages. L'intérêt pour nous, c'est réellement que le choix de la convention collective était assez simple et que vu que les conventions collectives se ressemblent toutes, et du coup, en termes d'égalité de traitement pour les salariés, c'est plus simple à gérer. Et on a surtout le fait que les salariés parlent entre eux, donc font une veille commune, donc partagent énormément, et les compagnies, les utilisateurs parlent entre eux aussi. On a créé une sorte de réseau, un certain système d'entraide qui permet en fait de partager beaucoup de choses. Et donc quand on apprend chez un utilisateur, on le reverse chez d'autres utilisateurs. Et ça nous a permis aussi de mettre en place un système, un fonctionnement et un système de facturation qui est adapté au secteur. Parce qu'en fait, tous les secteurs, enfin, voilà, on peut pas, on est naturellement plus cher en mettant quelqu'un à disposition quelques 2 ou 3 heures par mois que en le mettant à disposition 1 jour ou 2 jours par semaine. On est obligé d'adapter tout le principe, tout le fonctionnement. Meredith? Très bien. Donc, comment on a démarré? En fait, on a démarré grâce à une mesure qui existait en 2005. C'est pas le CSE, c'est le FSE, petite coquille. Voilà. C'est le Fonds social européen qui, à cette époque-là, faisait une mesure 10B qui aidait les micro-projets associatifs qui pouvaient créer de l'emploi. C'était assez sympathique parce qu'en fait, ils donnaient de l'argent et puis ils disaient essayez, on verra ce que ça donne. Donc, on l'a fait. Voilà. Et, et on est parti comme ça, en fait, avec quelques compagnies et un salarié, de manière un petit peu empirique. C'est-à-dire qu'on a créé nos règles ensemble et on a avancé ensemble sans faire d'études préalables à comment ça pouvait marcher. Donc, on a une croissance un peu lente, portée par le bouche à oreille, mais ça, on a avancé doucement. Les gros freins au départ, quoi qu'il arrive, il ne faut pas se leurrer, quand on crée un groupement d'employeurs, c'est au départ, c'est le manque de trésorerie. C'est-à-dire qu'on va commencer à payer nos salariés avant d'avoir trouvé des utilisateurs ou suffisamment d'utilisateurs pour ces salariés-là. Il faut aussi qu'on ait trouvé un nombre d'utilisateurs suffisant pour créer les emplois. Et ça prend du temps. Ça peut prendre du temps. Et puis, il y a toute cette question de gouvernance. Qui gère ces salariés du groupement d'employeurs? Donc, autour de moi, il y a beaucoup eu d'essais. Donc, soit c'est des utilisateurs qui se dédient, qui prennent sur leur temps de leur entreprise pour gérer le groupement d'employeurs, mais ça reste assez chronophage. Soit on nomme une personne au sein du groupement pour faire la coordination, mais dans ces cas-là, il faut avoir suffisamment d'emplois pour payer cette personne-là. Donc on arrive un peu à un démarrage un peu chaotique. Enfin, en tout cas, Cyrielle pourra me contredire, parce que peut-être elle a plus d'expérience à ce niveau-là, mais nous, ça a pris un peu de temps pour arriver à un seuil critique qui permette en fait d'avancer assez sereinement. Voilà. Et puis voilà, donc en fait, après, pour arriver aux avantages et inconvénients, je vais redire tout ce qui s'est dit un petit peu plus loin, etc. Les associations, ce qu'elles trouvent au sein du groupement d'employeurs, c'est que même quand elles ont quelqu'un qui travaille à temps très partiel pour elles, c'est-à-dire 1 heure, 2 heures, 3 heures par mois, elles peuvent se permettre d'avoir ce salarié qui reste pendant plusieurs années. Donc en fait, il y a une relation différente qui se crée, une vraie relation, une vraie communication, si bien qu'à la fin, le salarié connaît très bien la compagnie avec qui il travaille, et la compagnie connaît très bien le salarié avec qui il travaille. Et donc on arrive à un potentiel d'amélioration et développement de compétences qui est nettement plus avantageux que de prendre quelqu'un et de le renouveler tous les 6 mois. L'avantage pour les associations, c'est qu'il n'y a plus de gestion du personnel, vu que c'est le GE qui le fait, vu que chez nous, on a un directeur qui est moi-même qui gère tout ça, en fait, formation, congés payés, problèmes, arrêt maladie, divers et variés. Et l'intérêt aussi, c'est que souvent, le retour qu'on a, c'est que les employeurs se sont poussés des ailes. C'est-à-dire qu'en ayant même quelqu'un une demi-journée par mois, ils se disent, mais il y a plein de projets que j'ai envie de faire que je peux maintenant faire, parce que la personne sait faire. Voilà. Donc c'est assez intéressant comme retour. Mais après, il faut bien quand même rester serein. Il n'y a pas que du bon. Il faut aussi que les compagnies acceptent de se partager un salarié. C'est-à-dire qu'il ne sera pas toujours disponible. Il ne sera pas toujours là. Il y a des moments où il travaillera chez d'autres et on ne pourra pas le contacter.
que globalement, ça reste quand même plus cher que si on l'embauche en direct. Et puis, il y a ce problème de gouvernance, c'est-à-dire que quand on travaille ensemble, eh ben, il faut qu'on donne un petit peu de temps à cette structure qu'on a créée ensemble pour qu'elle marche. Même si on dédie la coordination à quelqu'un d'autre, les utilisateurs doivent partager et parler de comment ça marche et comment on fait pour partager ses salariés. Les employeurs de géospectacle sont-ils des compagnies de toute taille ou de quel niveau? De toute taille. On a aussi bien des SMAC, enfin, on a une SMAC, on a des grosses compagnies qui, elles, nous emploient des fois une personne un jour par semaine. Et on a aussi énormément de petites structures qui nous emploient le salarié 1 heure ou 2 par mois. Parce qu'en fait, elle a juste besoin de quelqu'un qui sait faire des payes et qui gère leurs payes. Voilà, donc tout est possible. Qu'est-ce que j'ai? Compagnie dans le milieu rural, travail administratif. Le travail administratif à distance, depuis le Covid, ça marche très bien. Parce qu'en fait, on a beaucoup plus d'outils, notamment maintenant, on peut faire des visioconférences, on a des téléphones, on a des très belles Internet, donc on y arrive très bien. Donc après, c'est bien que se voir, c'est bien. Donc se voir une fois tous les trimestres pour avoir un contact visuel et parler d'autres choses, c'est très bien. Mais on peut très bien travailler à distance sur des fonctions support. C'est absolument pas un souci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pardon, c'était une erreur de ma part. Je voulais pas tout de suite passer les slides et il me semblait qu'il y en avait une encore. Il y a une question au niveau de quid si un salarié n'a plus assez de temps de travail. Et je trouvais ça intéressant peut-être d'évoquer le système de forfait que vous mettez en place Alors, pour répondre à cette question. alors en fait, voilà. On s'est adapté au secteur culturel en disant qu'on a notre emploi qui est lissé sur l'année. C'est-à-dire qu'on se dit, en moyenne, eh ben, on va utiliser le salarié 3 heures par mois. Donc, quoi qu'il arrive, on est un CDI, donc on payera ces 3 heures tous les mois, quoi qu'il arrive. Par contre, le salarié va noter réellement le temps qu'il passe. Et s'il a moins travaillé que les 3 heures prévues, ces heures-là seront reportées sur les mois d'après. Ce qui permet pour les secteurs culturels où on n'a pas du tout une activité qui est régulière, on s'adapte du coup à l'activité de la structure. Il peut éventuellement avoir un pic d'activité en été pour les festivals et un peu moins en hiver parce que on fait du théâtre de rue. Voilà. Il y a plein de questions qui arrivent. Par contre, je n'arrive pas à voir. Voilà. Si, en fait, voilà, nous, là, si une équipe se retire du groupement employeur, vu le nombre qu'on est, ce n'est pas vraiment un souci. En fait, on joue sur le nombre de compagnies. Si une compagnie s'en va, elle s'en va, et donc c'est au groupement d'employeurs de trouver suffisamment de travail pour remplacer cette compagnie. En fait, c'est le rôle du groupement employeur aussi d'apporter du travail à ses salariés et de trouver des compagnies intéressées. Mais tous les adhérents du groupement employeur peuvent rentrer et peuvent sortir. On n'est pas bloqué quelque part. On a une autre question qui est cette mutualisation sur votre DES est-elle possible que sur le champ administratif, sur le GES? Non, non. Nous, on va le développer doucement, mais d'autres groupements d'employeurs, notamment dans le nord de la France, en Normandie ou autre, à Rouen, au Havre ou autre, ont développé aussi du partage de salariés pour de la communication, mais aussi pour des agents d'entretien, pour Cyrielle pourra peut-être m'aider, mais voilà, pour d'autres secteurs, en fait, qui ne sont pas administratifs. Je crois que même sur Bordeaux, ils mutualisent aussi des techniciens et des régisseurs. Donc c'est possible aussi. Après, nous, sur Lyon, on n'a pas fait ce choix-là, et puis parce qu'il faut qu'on grossisse doucement, on ne peut pas aller trop vite. Merci Gilles. On va passer à la présentation de la coordination Savaret, puis on pourra revenir aux autres questions, si ça ne vous dérange pas, à la fin de ce webinaire, puisque je sais que certains de nos intervenants doivent partir à 18 h. Donc, il ne faudrait pas qu'on loupe leur témoignage. Merci beaucoup, Gilles. Je vous en prie.
Donc, je laisse la parole à Isabelle Fandica et Jeanne Chigné, pour la coordination Savara. Bonjour, donc Isabelle Panzica, coprésidente de la coordination Savara, et je donne tout de suite la parole à ma collègue Jeanne. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci Isabelle et merci Meredith et Ludès de nous inviter à ce webinaire. Peut-être pour commencer, je peux vous représenter rapidement ce qu'est la coordination Savara. La coordination Savara, c'est une coordination de points d'appui à la vie associative en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ce qu'on appelle des points d'appui à la vie associative ou PAVA, ce sont les structures qui accompagnent les associations et qui forment les bénévoles sur tous les aspects de création, de gestion ou de développement que peuvent rencontrer donc les associations. Et sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une vingtaine de points d'appui à la vie associative qui sont membres de Savara. Donc finalement, la coordination Savara, c'est un réseau de professionnels qui a pour objectif d'accompagner les associations donc, sur leur territoire et qui mutualisent entre eux, qui collaborent sur différents projets de développement de l'accompagnement à la vie associative. Et dans ces différents projets qu'on développe donc, de façon commune entre nos membres, on a un axe de travail autour de l'emploi associatif et donc de la mutualisation. Donc d'où notre intervention aujourd'hui. En préambule, un élément important pour un peu comprendre où on se situe, Savara et les membres de Savara principalement sont tournés vers les petites, voire les très petites associations de tout secteur d'activité. Et c'est vraiment à cette petite vie associative non fédérée que nos membres s'adressent et donc ils répondent et ils s'adaptent à leurs particularités. Et donc le travail qu'on va vous présenter sur les mutualisations d'emploi et de compétences, il est vraiment orienté vers ce type d'associations qui vont avoir tendance à avoir peut-être recours à d'autres types de mutualisation d'emploi et qui peuvent avoir d'autres logiques de fonctionnement que de plus grosses associations plus structurées. Donc voilà, ce qu'on va vous présenter là aujourd'hui, ce soir, c'est vraiment de pouvoir évoquer avec vous différents types de mutualisation qui existent et qui ont pu être expérimentés. Alors, je voyais qu'il y avait des questions, mais je crois que c'était pour l'intervenant d'avant. Donc, on y reviendra peut-être après. Peut-être tout d'abord, en préambule aussi, on peut dire que ce qu'on a constaté un peu sur ce qui initie les mutualisations chez les petites associations, c'est la conjonction de plusieurs éléments. Un besoin identifié, donc bien souvent, par exemple, un besoin de compétences, mais une association qui n'a pas la possibilité d'embaucher seule. Mais aussi une opportunité, c'est-à-dire du matériel ou un local qui est à disposition, qui peut être exploité ou une action à développer. Et surtout de l'interconnaissance, c'est-à-dire qu'on connaît quelqu'un, une structure qui fait un peu la même chose que nous, qui est sur le même secteur d'activité et on a envie de s'en rapprocher. Et c'est vraiment ces trois éléments qui vont souvent de pair parce qu'ils permettent de passer le cap pour des associations qui peuvent avoir repéré un besoin mais qui n'oseraient pas forcément se lancer seules dans l'action ou d'embaucher seules parce qu'elles ne sont pas assez solides. D'où l'intérêt de la mutualisation. Autre point important, dans les associations qu'on a pu accompagner ou qu'on accompagne, il y a une culture assez importante qui est la culture du faire. C'est-à-dire que c'est vraiment dans l'ADN des porteurs de projets de créer des associations pour faire les choses à leur manière, avec un peu une logique de sur-mesure. Donc, c'est des associations qui vont aller vers des formes de mutualisation qui vont être assez expérimentales, sur mesure, voire qui vont être parfois au début du bricolage, qui vont après se construire au fur et à mesure. Mais voilà. Et ce qui fait qu'elles ne vont pas forcément se tourner spontanément vers les dispositifs de mutualisation d'emploi existants. Pourtant, les dispositifs existent, elles les connaissent, c'est des dispositifs qui se développent, qui se thématisent, on l'a vu, mais qui peuvent parfois pas tout à fait répondre aux besoins et à la culture, on va dire, de certaines associations qui peuvent les voir comme trop gros par rapport à leurs besoins, à leur fonctionnement, voilà, et qui vont plutôt préférer se tourner vers une forme d'autonomie, d'auto-organisation, avec une logique un peu du sur-mesure. Et aussi une logique d'innovation, on va dire. Donc voilà, c'est en partant un peu de ce constat empirique, c'est-à-dire d'un besoin de mutualisation chez les toutes petites associations et d'un besoin d'accompagnement en mutualisation, avec encore des formes à inventer, à consolider, qu'on a lancé depuis fin 2018, avec le soutien de l'adresse, je le souligne puisque Maud Breton est avec nous. Donc, on a lancé un travail sur la thématique des mutualisations. Alors, nous, on a travaillé sur tout type de mutualisation, c'est-à-dire mutualisation d'emploi, mais aussi de locaux, de matériel, etc.
Je vais vous présenter vraiment rapidement les différentes étapes de ce travail, puis je laisserai la parole à Isabelle qui pourra un peu plus rentrer dans le détail des différents types de mutualisation qu'on a pu observer. Donc, au début, ce qu'on a été voir, c'est ce qui se passait au sein des points d'appui à la vie associative en matière de mutualisation. Et on a fait le constat que ça se pratiquait déjà beaucoup au sein de ces points d'appui et des associations qu'ils accompagnent, parce que c'était déjà un vrai soutien à la création d'activités des petites associations. Et comme c'était un levier du coup pour l'emploi, nous on a pensé qu'il fallait qu'en tant que point d'appui, on soit en mesure d'inciter, d'impulser et donc de bien accompagner les mutualisations. Et on a essayé en fait d'inventer, de décliner un processus d'accompagnement aux mutualisations avec des méthodes d'approche, une posture, des points de vigilance qu'on a expérimentés. Et après cette expérimentation, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille voir un peu ce qui se passait dans la réalité et ailleurs, en dehors de nos structures finalement. Et donc, on allait voir d'autres expériences d'accompagnement, mais aussi des expériences de mutualisation qui n'avaient pas été accompagnées. Parce qu'en fait, ça nous intéressait de savoir pourquoi les associations, elles choisissaient de se faire accompagner ou non sur ces sujets, et finalement ce que ça changeait d'être accompagné ou non dans la création de mutualisation. Et le constat qu'on a pu faire, c'est que les associations, les gens ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont agi principalement par eux-mêmes, sans solliciter d'accompagnement. Donc voilà un peu pour ce petit préambule introductif. Et je laisse du coup la parole à Isabelle pour un peu plus rentrer dans le vif du sujet et du terrain. Merci Jeanne. Alors, du coup, effectivement, quand on a exploré les démarches de mutualisation qui avaient pu émerger sur la région, on a cherché des structures d'accompagnement sur ces sujets-là. Et en fait, ce qu'on a trouvé, parce qu'on a ratissé vraiment très très large, on a trouvé vraiment beaucoup de productions écrites sur des processus d'accompagnement, sur des organisations de mutualisation comme les GE. Et donc, vraiment beaucoup de matières qu'on va dire plutôt théoriques et très formalisées sur la question de la mutualisation. Et finalement, très peu de structures qui avaient véritablement accompagné et un peu plus de petites associations qui avaient expérimenté par elles-mêmes. Ce peu de sollicitations, Jeanne le disait, vient du fait que les assos, souvent, les porteurs de projets dans les petites structures, depuis leur création, ont pris l'habitude d'agir. Voilà. Ils sont là pour faire, pas forcément se regarder faire, et donc ils foncent. Souvent, ils inventent par eux-mêmes des solutions, et après, ils rentrent dans la phase de structuration, et quand ils croisent un point d'appui, ils peuvent à ce moment-là solliciter de l'accompagnement. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est beaucoup d'envie, beaucoup d'idées et beaucoup de besoins qui vont stimuler l'envie de mutualiser. Par contre, assez peu de passage à l'acte. D'une part parce que la petite taille de ces structures fait que les dispositifs existants leur semblent d'une taille démesurée. Donc, ce n'est pas forcément des dispositifs sur lesquels ils vont se pencher en premier. Et quoi qu'il en soit, cette question de la mutualisation, elle reste assez... Enfin, comment dire, on a peur d'y aller, quoi. On n'ose pas souvent se lancer. Pourquoi est-ce que nous, on a été regarder au-delà de la mutualisation des compétences, on a été aussi regarder la question de la mutualisation des espaces, des locaux et des matériels, parce qu'on s'est rendu compte que ça venait soutenir aussi soutenir ou favoriser la création ou la consolidation des emplois existants. Donc, c'était aussi important pour nous de faire rentrer dans ce champ de travail exploratoire ces autres types de mutualisation. Pardon, je suis un peu speed, je vois le temps qui passe et j'aimerais aller au bout. Du coup, ce qu'on a pu observer, nous, parmi les porteurs de projets qui ont été les témoins d'une journée régionale qu'on a organisée sur ce thème-là, porté sur la création d'un emploi autour d'un contrat tripartite. Donc, c'est
le salarié et 2 structures qui se sont appuyées sur le modèle du champ médical, où il y a plusieurs médecins qui vont partager un cabinet et qui du coup vont partager une secrétaire. Ils se sont inspirés de ce modèle-là pour créer, monter de toutes pièces, on va dire, un emploi, un contrat tripartite, pardon. On a aussi eu le témoignage d'une association qui a créé un emploi à partir d'une volonté de mettre à disposition du matériel événementiel qu'elle avait et qu'elle pensait qu'il était sous-utilisé, que ça pouvait répondre à un besoin de territoire. Donc c'est une asso qui porte l'emploi, mais finalement il est mutualisé à travers la mise à disposition de cette plateforme, on va dire. Et je suis en train de me perdre. Enfin voilà, différents montages autour de la question du soutien à l'emploi à travers ces différentes portes d'entrée, espaces locaux ou matériel mis à dispo. On a fait aussi le constat que parfois certains points d'appui à la vie associative pouvaient aussi être partie prenante de la question de la mutualisation, notamment sur la mise à disposition ou du coup la mutualisation d'espaces de travail qui nécessitaient beaucoup d'investissement. On a l'exemple autour de 2 projets mutualisés autour de la restauration et le point d'appui qui a équipé d'une cuisine un laboratoire et une salle de restaurant. Et là, le PAVA est devenu carrément partie prenante de cette mutualisation. C'était aussi intéressant, cette expérience-là. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même des démarches qui sont encore un peu timides et qui peuvent parfois être très compliquées. Mais mine de rien, les petites assos trouvent les espaces pour franchir le cap in fine. J'oublie de vous dire plein de choses. Jeanne, est-ce que tu... Peut-être pour compléter sur la question, alors pas tant de la mutualisation d'emploi, mais peut-être de compétences, c'est que souvent une mutualisation ne va rarement seule en fait, et c'est un peu ce que disait Gilles tout à l'heure, c'est-à-dire que au travers d'une mutualisation, par exemple de locaux, c'est le cas des 2 exemples de restauration que Isabelle évoquait, on va pouvoir avoir aussi de la mutualisation de compétences avec une vraie logique de co-formation qui s'est mise en place entre les différentes personnes qui étaient expérimentées ou non dans le secteur de la restauration et qui se sont co-formées sur des méthodes, des recettes, des choses comme ça. Et donc voilà, là on est aussi sur une logique de mutualisation finalement peut-être un peu différente, mais qui se rapproche quand même, et aussi en termes de consolidation de métier, quoi. Et on retrouve effectivement le même exemple sur de la mise à disposition de matériel événementiel, où là il y a de la transmission de compétences sur l'utilisation de ces matériels-là qui sont très techniques, sur du scénic, des tables de mixage ou des choses comme ça. Donc là, de la transmission auprès des usagers de ces matériels-là. Donc c'est aussi un des effets secondaires, on va dire, de la mutualisation. Dans ce cas-là, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Si on doit conclure, parce qu'il nous reste peut-être 3 minutes, ce que nous aura apporté quand même ce travail mené pendant 3 ans, cofinancé par la DRET, d'ailleurs, on peut le dire, ça nous aura amené aujourd'hui à nous poser des questions sur comment est-ce qu'on peut encore mieux soutenir, impulser et faciliter le passage à l'acte de tous ces porteurs de projets qui peuvent être encore un peu frileux. On se disait comment est-ce qu'on peut faciliter l'amorçage et créer des filets de sécurité pour ces porteurs de projets qui, somme toute, prennent un risque, et c'est de leur donner confiance pour pouvoir passer le cap. C'est aussi peut-être faire baisser la pression sur la question, sur la notion de mutualisation.
on a eu beaucoup ces débats-là de dire « Ah oui, mais ce que tu fais, c'est pas de la mutualisation, tu es juste en train de me prêter un salarié. » Je le fais à gros traits, mais où tu me prêtes du matériel. Et on se disait, c'est peut-être par ce premier pas-là que les assos vont pouvoir expérimenter une forme de coopération qui va pouvoir les rassurer, qui va pouvoir les mettre en confiance et qui va peut-être leur donner envie de cheminer, d'aller plus loin, même si ça prend beaucoup de temps, d'aller jusqu'à de la véritable mutualisation. On se disait que ça, c'était aussi un facteur qui pouvait donner confiance, de démystifier le terme de mutualisation et de leur laisser la possibilité d'avancer dans le temps pas à pas. Il y avait aussi la question de créer peut-être un fonds de protection. Alors aujourd'hui, on n'a pas tout à fait les termes, qui viendrait aussi pallier justement à la question du désengagement d'une des petites associations pour X raisons. C'est comment est-ce qu'on peut sécuriser les autres par un fonds qui viendrait faire tampon le temps de trouver peut-être un autre membre ou une autre forme d'organisation. Et bien sûr, la question du soutien des collectivités, des institutions pour accepter que ça se fasse aussi dans une forme d'expérimentation, pas à pas, que tout ne soit pas forcément dans les règles de l'art dès le départ. Et j'aimais bien ce que disait Gilles. Effectivement, je me rappelle de cette mesure 10B du FSE qui disait « Tentez l'expérimentation, on vous finance et on voit ce que ça donne ». Et c'est peut-être aussi aller un peu plus vers ces démarches-là et de la prise de risque aussi du côté de l'institution pour accompagner et soutenir les porteurs de projets là-dessus. Voilà, et c'est certainement un travail qui donnera matière à poursuivre en 2024, quoi. À faire suivre en tout cas. Merci beaucoup Isabelle. Je ne sais pas si Jeanne, tu voulais rajouter quelque chose, quelques contenus. On a encore certaines questions qui n'ont pas été répondues dans le chat. Si vous avez quelques minutes pour pouvoir répondre à ces questions, parce que je vois qu'il est déjà 18 heures. Sinon, on pourra également vous donner les contacts, donc vous les avez sur cette slide. Sur cette dernière slide, mais je pourrais également vous envoyer le support, donc n'hésitez pas à contacter les intervenants de ce webinaire. Alors, il y avait une question, encore une fois pour Gilles, il me semble. Et le permanent et salarié, combien d'heures? Donc, je pense que c'était pour vous, Gilles, au niveau du permanent du GE. Vous êtes, si je ne me trompe pas, Maud Breton, votre question dans le chat. Oui, c'était pour savoir effectivement le nombre d'heures qu'il fallait pour faire fonctionner un GE de cette façon-là, sachant qu'il a été dit à la fois que ça pouvait mobiliser des utilisateurs, que ça pouvait mobiliser des salariés. Donc j'imagine que peut-être que c'est une question qui est mal posée parce que finalement, j'ai l'impression que la réponse serait protéiforme, quoi. S'il n'y a pas un permanent, j'ai l'impression, qui assure le travail, enfin je sais pas, je me trompe peut-être. Il y a plusieurs façons de porter ce groupement d'employeurs. Mais si Gilles n'est plus là, il peut voilà, Si, je suis là. il pourra pas répondre. Ah oui, pardon. Mais oui, en fait, il y a plein de façons et il n'y a pas une façon. En fait, nous actuellement, vu qu'on travaille avec plein de petites compagnies, ça fait énormément de paperasse, quelque part, d'administratif à faire parce il y a 170 structures à gérer. Voilà. Donc, moi, je suis à mi-temps. J'ai une collègue qui est à 1 jour par semaine sur le groupement et on a une alternante aussi. Voilà. Pour arriver à gérer tout ça tant bien que mal. Après, si vous mettez à disposition des salariés sur des plus longues durées, 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, il y a besoin de moins de temps de gestion parce qu'il y a moins d'utilisateurs. Donc après, chaque groupement d'employeurs, en fonction du domaine dans lequel il est et de la taille des utilisateurs,
il y aura plus ou moins de travail à faire. Et aussi de l'investissement des utilisateurs dans la C'est gouvernance ça. et la Et la gestion. partie. Ouais. J'ai l'impression quand même que la particularité de votre GE, c'est-à-dire qu'il y a des GE qui peuvent s'apparenter finalement quand même à des structures un peu formalisées de mise à disposition finalement, où le caractère d'échange entre les utilisateurs est assez faible. C'est des GE qui tendent un peu vers le format un peu économique conventionnel. On en trouve dans des secteurs, alors vous les appelleriez peut-être pas GE, mais eux ils se prétendent GE, on en trouve dans les secteurs de la logistique notamment. Et puis vous êtes à l'opposé, quoi. Vous êtes un GE qui est un peu sur mesure. On est, Euh, on est dans le secteur culturel, donc on est un petit peu c'est plus ça, ouais, idéaliste. c'est ça. Mais l'intérêt qu'on avait au niveau de la DRETS pour ces formes de mutualisation, c'est qu'on a constaté dans beaucoup de secteurs, effectivement, qu'il y a des acteurs qui n'osent pas franchir le pas du recrutement et du coup du développement en raison des problématiques administratives et des risques que pose la question d'avoir un salarié, quoi. Et on se dit que c'est très dommage parce que finalement, il y a beaucoup de projets dormants, il y a beaucoup de choses qui pourraient se développer et on n'y va pas parce qu'il manque finalement de personnes pour travailler là-dessus. Et en même temps, effectivement, c'est souvent des temps très partiels qui Et sont, le, euh, qui et sont le groupe, requis. et les Donc groupements voilà, d'employeurs sont donc une vraie c'est vrai que solution. voilà, tout à fait. Et quand Emmanuel Joachim parle de serpent de mer, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on travaille sur ces questions d'emploi mutualisé, à la fois avec l'artisanat, enfin, dans plein de secteurs, avec l'hôtellerie-restauration, donc là, avec le SS, etc. On voit bien que à la fois l'intérêt et en même temps que ça a du mal enfin, à se développer de manière ou à se diffuser de manière poussée, quoi. Ça reste des expérimentations locales. Alors, dans certains secteurs comme l'agriculture, qui sont peut-être les ancêtres, les services de remplacement, qui sont les ancêtres un peu des groupements d'employeurs, et dans le secteur du sport, c'est peut-être là où il y en a le plus finalement. Mais il y a quand même des domaines où ça peine à éclore. Je pense à l'hôtellerie-restauration, par exemple, c'est typique. Et je me dis que par rapport au profil aussi que vu les attentes aujourd'hui des jeunes, qui sont à la fois les attentes de mobilité professionnelle, d'expériences diversifiées, etc., des GE multisectoriels peuvent aussi être intéressants. Alors, multisectoriel, c'est peut-être excessif de dire multisectoriel, mais en tout cas, des GE, Emmanuel Joachim, c'est état de GE, en tout cas, qui couvriraient des aspects un peu périphériques, c'est-à-dire à la fois les métiers, par exemple, d'artistes, de techniciens, etc. On pourrait imaginer, par exemple, que les métiers de l'animation puissent aussi intéresser des acteurs de la culture. Voilà, on pourrait imaginer quelques familles de métiers qui pourraient se regrouper autour de GE plurisecteurs. Merci, merci pour ces échanges et merci pour vos témoignages. Merci à toutes et tous. Je vois qu'il y a une question encore pour Gilles dans le chat. Je ne manquerai pas de vous envoyer les contacts des intervenants. Je vois l'heure qui tourne, donc je ne veux pas vous retenir plus longtemps. N'hésitez pas à revenir vers nous, vers l'UDES, mais vers les intervenants aussi si vous avez d'autres questions sur ce sujet. Et surtout, nous allons publier le guide autour de la mutualisation des emplois et des compétences à destination des employeurs. Donc, n'hésitez pas aussi à le retrouver. Vous pourrez le retrouver sur le site internet de l'UDES dans les semaines à venir. Donc, merci encore. Je vous souhaite une belle soirée. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la mutualisation. Merci à toutes et tous. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Merci à soirée. tous. Oui. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Merci, au revoir. au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. T'as un petit instant, Meredith, peut-être? Ah non, bon.